À partir de cette vidéo, on va traiter les examens du raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique proposés durant une série de baccalauréat du Maroc à partir de 2016 à 2022. Et toujours concernant la première unité, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. On a ici à peu près 19 examens que je vais traiter avec vous. Et on va commencer par les trois premiers à partir de session normale 2016 pour les SVT. Donc les exercices de raisonnement scientifique et communication écrite et graphique proposés dans les épreuves du baccalauréat marocain. Vous devez savoir que lorsqu'on parle de raisonnement scientifique, c'est-à-dire répondre aux questions comme un scientifique, poser des questions, proposer des hypothèses, réaliser l'expérience, interpréter les résultats, déduire et conclure. Alors que communication écrite, c'est une façon de répondre aux questions. Vos réponses doivent être écrites dans un langage et expression facile à comprendre par tout le monde et surtout par le correcteur. Alors que la communication graphique, c'est être capable de réaliser des graphes, des graphiques, des tableaux, des schémas. Donc, je vous laisse un peu de temps. Ou d'ailleurs, j'espère que vous avez déjà réalisé cet exercice ou cet examen. Maintenant, on va entamer sa correction. Alors, la première chose à faire, c'est bien sûr toujours bien lire les données qu'on vous donne. Parce que dans ces données que vous allez trouver vos réponses, ou presque, et surtout des phrases qui vont vous aider à répondre aux questions. On cherche à étudier quelques aspects du mécanisme de la contraction musculaire et à montrer le rôle des ions calcium dans ce mécanisme. Dans ce cadre, on propose les données suivantes. On a plusieurs données. On va traiter la première donnée avec sa question et on va voir les autres après. Donc, donnée 1. Des fibres musculaires striées sont isolées et cultivées dans un milieu physiologique contenant des ions calcium radioactifs. Puis elles sont réparties en deux lots, 1 et 2. Les fibres du premier lot sont fixées en état de relâchement, alors que les fibres du deuxième lot sont fixées en état de contraction. Par autoradiographie, on détecte la localisation de la radioactivité au niveau des fibres de chaque lot. Les figures A et B du document 1 présentent des schémas explicatifs des résultats de cette détection. La figure A pour les fibres du premier lot, c'est-à-dire en relâchement, et la figure B pour le deuxième lot, c'est-à-dire en contraction. On vous demande de comparer la répartition de la radioactivité dans les fibres du des lots 1 et 2, puis dégager le sens des déplacements des ions calcium lorsque la fibre musculaire passe de l'état de relâchement à l'état de contraction. Alors remarquez ici, lorsqu'on a un état de relâchement, les ions calcium sont répartis dans le réticulum sarcoplasmique. Dans le sarcoplasme, il n'y en a pas, même s'il y en a peu. Mais lorsqu'il y a contraction, on voit bien que les ions calcium sont sortis ou passent du sarcoplasme ou du réticulum, passent du réticulum endoplasmique vers le sarcoplasme. Donc en comparant, c'est ça ce qu'on doit dire. Parce que là, il y a faible radioactivité, il y a une forte radioactivité au niveau du sarcoplasme. Donc les ions calcium passent du réticulum endoplasmique ou sarcoplasmique vers le sarcoplasme. Donc en comparant les deux figures A et B du document 1, on constate que pour le premier lot, on constate une forte radioactivité, le calcium, c'est-à-dire des ions calcium, au niveau du réticulum sarcoplasmique, en comparaison avec le sarcoplasme. Alors que pour le deuxième lot, c'est-à-dire la figure B, on constate une faible radioactivité des ions calcium au niveau du sarcoplasme en comparaison avec le réticulum sarcoplasmique. On déduit que lors du passage de l'état de relâchement à l'état de contraction, les ions calcium passent du réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme. Vous voyez? Donc il n'y a pas une chose ou des choses qui sont difficiles. Seulement vous devez bien comprendre le document qu'on vous donne et comprendre la question qu'on vous demande et répondre. Donc vous avez ici comparé et dégager, ça veut dire déduire. Donc on a comparé
et on a déduit. Donnée numéro 2. L'étude biochimique et l'observation masquée électrographie des myofilaments d'actine et de myosine dans des fibres musculaires en présence et en absence des ions calcium ont permis de construire le modèle explicatif représenté dans le document numéro 2. Alors dans le document 2, on vous donne ici, c'est-à-dire les filaments d'actine et le filament de myosine. Là, on a la troponine et la tropomyosine et les éléments d'actine, alors que là, on a seulement la molécule de myosine ou filament de myosine. Pour la question, en vous basant sur le résultat présenté dans le document numéro 2, montrez comment interviennent les ions calcium dans la contraction de la fibre musculaire. Or, on sait que les ions calcium, lorsqu'ils sont libérés dans le sarcoplasme, ils vont s'associer à la troponine pour libérer le site de fixation avec la myosine. Et cela permettra bien sûr ce qu'on appelle le complexe actomyosine. Donc le rôle des ions calcium, c'est faciliter cette formation de l'actomyosine. Donc le mécanisme de l'intervention des ions calcium dans la contraction de la fibre musculaire, une fois libéré dans le sarcoplasme, il se produit, c'est-à-dire une fixation des ions calcium sur la troponine, libération des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine, suite au déplacement de la tropomyosine, puis formation du complexe actomyosine. Donc c'est ça l'importance ou le rôle des ions calcium. Là vous voyez bien sûr qu'on a ici l'ATP et les ions calcium. Donc pour qu'il y ait formation des complexes actomyosine, il faut bien sûr qu'il y ait les ions de calcium qui permettent la libération de sites de fixation entre myosine et actine. Donnée numéro 3. Pour extraire l'énergie nécessaire à sa contraction, la fibre musculaire hydrolyse de grandes quantités d'ATP. Afin de déterminer certaines conditions nécessaires à l'hydrolyse de ces molécules, on présente les données expérimentales du document numéro 3. Vous avez ici un tableau qui présente différents milieux, 1, 2 et 3. Là, vous avez le début d'expérience avec les différents éléments qui existent ou qui sont présents lors du début de l'expérience. Et là, vous avez la fin de l'expérience, c'est-à-dire les résultats obtenus. On vous demande, en exploitant les données de document 3, expliquer la différence d'hydrolyse de l'ATP observée dans les différents milieux. Alors, si on voit ici l'ATP, on a ici l'ADP, donc il y a eu une hydrolyse. Là, l'ATP, là on a toujours l'ATP, donc il n'y a pas d'hydrolyse. L'ATP, là on a l'ADP, donc il y a hydrolyse. Donc l'hydrolyse se produit au niveau du milieu A et du milieu 3. Par contre, elle est absente au niveau du milieu 2. Donc, on peut supposer que au niveau du milieu A, il y a bien sûr hydrolyse d'une grande quantité d'ATP. Une grande quantité d'ADP, donc hydrolyse d'une grande quantité d'ATP au milieu numéro 1. Et cela, bien sûr, en présence de myosine et les filaments d'actine. Et on sait, en présence de calcium. On sait, en présence de calcium, il y a formation de c'est-à-dire du complexe actomyosine. C'est pourquoi, bien sûr, ici, on a hydrolyse d'une grande quantité d'ATP. Par contre, ici, on a seulement que l'actine, absence de myosine. Il n'y a pas d'hydrolyse d'ATP. Alors que milieu 3, on a ici une faible quantité d'ATP. Ça veut dire, en présence de la myosine, mais en absence de l'actine, il y a une faible utilisation de l'ATP. Donc, pour répondre à cette question, on peut expliquer donc la faible quantité d'ATP utilisée par la fibre. Elle est due, bien sûr, à l'absence du complexe actomyosine. Donc, d'après les données du tableau, on constate que dans le milieu 1, l'hydrolyse de grandes quantités d'ATP s'explique par la présence, c'est-à-dire la formation du complexe actomyosine. Dans le milieu numéro 2, il n'y a pas d'hydrolyse d'ATP, due à l'absence du complexe d'actomyosine, c'est-à-dire il y a présence seulement de l'actine seulement. Dans le milieu 3, hydrolyse de faibles quantités d'ATP s'explique par l'absence du complexe actomyosine, car ce milieu ne contient que la myosine seulement. Quatrième question, en vous basant sur les données précédentes et sur vos connaissances résumées, l'enchaînement des événements conduisant à la contraction du muscle suite à une excitation. Donc là, vous allez faire intervenir vos connaissances et ce que vous avez
répondu dans cet exercice. Donc on sait que il faut qu'il y ait une excitation efficace du muscle. Cette excitation libère les ions calcium. Les ions calcium vont s'associer à la troponine pour libérer le site de fixation de l'actine avec la myosine, ce qui va entraîner une formation du complexe actomyosine. Ce dernier va hydrolyser l'ATP pour donner l'énergie nécessaire à la rotation des têtes de myosine, ce qui va entraîner bien sûr le rapprochement des stries Z, d'où le raccourcissement du sarcomère. Donc comme réponse, la succession des événements depuis l'excitation à la contraction musculaire, suite à une excitation efficace du muscle, les ions calcium sont libérés à partir du réticulum sarcoplasmique dans le sarcoplasme. Ça, on l'a vu durant le premier document. Les ions calcium interagissent avec la troponine et entraînent la libération des sites de fixation des têtes de myosine avec l'actine, formation des complexes actomyosine, ce qui permet l'hydrolyse de l'ATP et fournit l'énergie nécessaire, ce qu'on a vu dans le document 3. Ceci, bien sûr, va entraîner la rotation des têtes de myosine, aboutissant au glissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine, ce qui entraîne la contraction musculaire. Donc voilà, on a terminé avec le premier exercice. Maintenant, on va voir l'examen proposé à la session normale 2016 pour les PC. Donc, remarquez ici, toujours, on vous donne des données, des documents et des questions. Et ces questions, bien sûr, présentent des verbes qu'on appelle les verbes d'action. En exploitant les données des documents 1 et 2, expliquez. Donc, vous devez expliquer. Là, on vous demande de comparer. Là, on vous demande de expliquer encore. Ici, on vous demande de expliquer encore et toujours. Donc, pour expliquer, vous devez vous baser sur les données ou les informations requises dans cet exercice, en plus de vos connaissances. Pour cet examen, on vous donne, afin d'étudier l'effet du manque d'exercice sportif et du tabagisme, et on va faire une comparaison entre l'exercice sportif et le tabagisme, c'est-à-dire fumer, l'usage des tabacs, sur les réactions responsables de la libération de l'énergie au niveau des muscles squelettiques striés. Donc c'est ça le but de cet exercice, c'est trouver une relation entre le tabac, c'est-à-dire le tabagisme, et l'exercice sportif. On propose l'étude des données suivantes. Le manque d'exercice sportif chez l'homme augmente sa fatigabilité, c'est-à-dire un homme qui ne fait pas d'exercice se fatigue rapidement. Pour expliquer l'origine de cette fatigabilité, une comparaison de certaines caractéristiques des mitochondries a été effectuée chez deux personnes, l'une entraînée pour un exercice physique de puissance donné et l'autre non entraînée. Donc on va comparer deux individus, l'un qui s'entraîne et l'autre qui ne s'entraîne pas. Le document 1 résume les résultats obtenus, alors que le document 2 donne les résultats de la comparaison de la production d'acide lactique et la consommation du dioxygène chez deux personnes. Donc lorsqu'on parle de la production d'acide lactique, on parle de fermentation, et lorsque je parle de la consommation d'oxygène, donc on parle de respiration. Et là vous avez les deux tableaux que vous devez utiliser. Donc, une remarque, le phénomène de la fatigue musculaire est lié à la baisse des réserves d'ATP au niveau des fibres musculaires. Donc, on vous donne cette information que vous devez utiliser lors de vos réponses. En exploitant des données des documents 1 et 2, expliquez l'augmentation de la fatigabilité observée chez la personne non entraînée. Alors, dans le document 1, qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? On a ici une personne entraînée et là une personne non entraînée. Là, on a le volume total des mitochondries par rapport au volume de la cellule musculaire. Donc, chez la personne qui s'entraîne, on a un grand pourcentage des mitochondries par rapport à une personne qui ne s'entraîne pas. Et pour les activités des enzymes mitochondriales, bien sûr, ici, elles sont importantes puisqu'il y a un grand pourcentage. Et là, bien sûr, elles sont faibles. Donc voilà la première comparaison qu'on peut utiliser. Dans la deuxième, là on a la personne non entraînée et là la personne qui s'entraîne. La personne non entraînée, qu'est-ce qu'on constate? Il y a une grande quantité produite d'acide lactique et une faible consommation d'oxygène. Par contre, chez la personne qui s'entraîne,
il y a une augmentation de la quantité d'oxygène utilisée et bien sûr diminution de la quantité de l'acide lactique. Alors, comment peut-on expliquer ces différences? Bien sûr, s'il y a présence d'acide lactique, ça veut dire qu'il n'y a pas la respiration. Et on sait que la fermentation donne peu d'ATP, ce qui explique la fatigabilité. Alors, si on voit la réponse, en comparant les données des documents 1 et 2 entre une personne entraînée et une personne non entraînée, on constate chez la personne non entraînée une diminution du volume global des mitochondries accompagnée d'une réduction de l'activité enzymatique mitochondriale. Voyez. Donc, diminution de la quantité de mitochondries et faible activité des enzymes. Une augmentation de la quantité de l'acide lactique produit accompagnée d'une baisse de la consommation d'oxygène. Une grande quantité d'acide lactique produit avec une faible ou une baisse consommation d'oxygène. On peut expliquer cette différence que la personne non entraînée utilise principalement la voie anaérobique comme source de renouvellement de l'ATP, donc une faible productivité d'ATP, d'où la fatigabilité. Pour mettre en évidence l'effet du tabagisme sur l'effort musculaire, un groupe d'élèves fumeurs a été soumis à un test de l'endurance. Ce test consiste à courir avec une vitesse qui croît progressivement de 1 km par heure, toutes les 2 minutes, jusqu'à la fatigue totale. Ceci permet de déterminer la vitesse maximale aérobie qu'on appelle VMA, exprimant le volume maximal de dioxygène consommé par l'individu testé. Le document 3 présente ou représente les résultats en unités arbitraires obtenus chez le groupe d'élèves comparé à un groupe de témoins composés, ou qui sont fumeurs. Donc, comme question, en utilisant le document 3, comparer l'endurance des VMA, c'est-à-dire la vitesse maximale aérobie, en UA, unité arbitraire, entre les élèves fumeurs à celle des élèves non fumeurs. Donc si on constate le document 3, qu'est-ce qu'on voit? Que cette valeur de VMA, elle est grande chez les non fumeurs, il peut atteindre à peu près 15,7 ou 8. Par contre, chez les fumeurs, il n'atteint que 14,5. Donc c'est ça qu'on donne, c'est seulement comparé. Donc le document 3 montre que chez les élèves fumeurs, la VMA, c'est-à-dire la vitesse maximale aérobie, est estimée à 15,8 UA, alors qu'elle est de 14,5 UA chez les non-fumeurs, d'où la faible endurance des fumeurs par rapport à celle des non-fumeurs. La fumée de la cigarette contient le monoxyde de carbone qui se fixe sur le même site de fixation du dioxygène au niveau de l'hémoglobine. Le document 4 présente les résultats de mesure de la quantité du monoxyde de carbone 14 transporté par le sang et la quantité du dioxygène fixée sur l'hémoglobine chez des élèves fumeurs et des élèves non fumeurs, alors que le document 5 montre le site de fixation du monoxyde de carbone au niveau de la chaîne respiratoire. Vous avez ici la chaîne respiratoire, là vous avez bien sûr la sphère pédonculée, et là bien sûr les protéines encastrées qui jouent le rôle de transporteur d'électrons et de protons. Enfin le CO, le monoxyde de carbone, va se fixer sur l'un de ces transporteurs. On vous donne ici une remarque, l'hémoglobine est une protéine qui se trouve dans les globules rouges. Cette protéine joue un rôle important dans le transport de dioxygène vers les cellules. Donc on sait que l'hémoglobine est importante pour la respiration. C'est elle qui transporte les dioxygènes vers les cellules. Or, d'après ces données, on voit que le CO se fixe sur le même site de fixation de dioxygène. Vous voyez, on vous donne ici des données que vous devez bien sûr utiliser. Alors, si on voit le document 4, à l'aide des documents 4 et 5, expliquez comment agit le monoxyde de carbone sur le fonctionnement de la chaîne respiratoire et sur les réactions de libération d'énergie au niveau des mitochondries chez les élèves fumeurs. Donc, si on voit le document 4, qu'est-ce qu'on constate? On a ici les non-fumeurs, là les fumeurs. Là, la quantité de dioxygène fixée par l'hémoglobine, et là, la quantité de monoxyde de carbone. Pour les non-fumeurs, on a seulement ici 1,328, alors que là, on a 0,280. Donc, les non-fumeurs utilisent mieux
ou utilisent beaucoup plus d'oxygène que les fumeurs. On constate que les non-fumeurs utilisent une grande quantité de dioxygène que les fumeurs. Et que les fumeurs, bien sûr, il y a fixation de grandes quantités de CO sur leur hémoglobine que les non-fumeurs. D'après ces données ici, on a que le CO, c'est-à-dire le monoxyde de carbone, se fixe sur l'un de ces transporteurs. Le schéma numéro 5 montre le site de fixation du CO, c'est-à-dire le monoxyde de carbone, sur les transporteurs. On a ici le transporteur où se fixe le CO, qui va entraîner l'arrêt du transfert d'électrons. Donc, on nous demande d'expliquer comment agit le monoxyde de carbone sur le fonctionnement de la chaîne respiratoire et sur les réactions de libération d'énergie au niveau des mitochondries chez les élèves fumeurs. Bien sûr, comme chez les fumeurs et les non-fumeurs, il y a la respiration qui se produit, donc transfert des électrons, etc. Mais en fin de compte, le CO chez les fumeurs fixe sur le dernier transporteur. Il est déjà occupé par le CO. Donc il n'y a pas passage d'électrons. D'où il n'y a pas formation de H2O à partir de l'oxygène. D'où il y a bien sûr arrêt de ce processus. D'où bien sûr absence ou diminution de la synthèse d'ATP. Du document 4, on observe chez les élèves fumeurs par rapport aux élèves non fumeurs une diminution du volume de dioxygène fixé à l'hémoglobine. Donc ça d'après le tableau. Et une augmentation du volume du monoxyde de carbone transporté par le sang. Tenant compte de ces résultats et du document 5, on peut expliquer l'action du monoxyde de carbone sur l'endurance des non-fumeurs, c'est-à-dire que le monoxyde de carbone se fixe sur le complexe T6, on l'avait ici, le complexe T6, qui va entraîner un arrêt du transfert d'électrons à travers les complexes de la chaîne respiratoire, d'où absence du gradient des hydrogènes, donc absence du passage du proton de la matrice vers l'espace intermembranaire, d'où arrêt de la production d'ATP par les sphères pédonculées. Et ceci, bien sûr, explique pourquoi, bien sûr, les fumeurs se fatiguent rapidement, parce qu'ils produisent peu d'ATP, car le CO, c'est-à-dire le monoxyde d'oxyde, bloque le processus de la respiration. Dernière donnée, les fumeurs se plaignent souvent de crampes musculaires. Pour expliquer l'origine de ces crampes, on a mesuré chez les élèves fumeurs et d'autres non-fumeurs la concentration sanguine de l'acide lactique et du pH sanguin au niveau du sang veineux partant du muscle avant et après un exercice physique. Les résultats de ces mesures sont présentés dans le document numéro 6. Vous avez ici le document avant l'effort musculaire, après un effort musculaire pour les non-fumeurs et pour les fumeurs. Et ici, on a l'acide lactique et là, on a le pH. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Bien sûr, chez les deux personnes, on a les mêmes valeurs au départ, 50 mg par litre et 7,4 pour le pH. En comparant les deux valeurs, qu'est-ce qu'on constate? Que chez les fumeurs, il y a une augmentation de la quantité ou de la concentration de l'acide lactique par rapport à celle des non-fumeurs. Et même pour le pH du sang, pour le pH, bien sûr, les fumeurs ont un sang plus acide que les non-fumeurs. Bien sûr, parce qu'il y a plus d'acide lactique, donc présence d'acide, rend le sang plus ou moins acide. En exploitant le document 6 et en vous basant sur vos réponses précédentes, expliquez la faible endurance et les crampes musculaires fréquentes chez les élèves fumeurs. Donc bien sûr, les crampes sont dues à la présence de l'acide lactique, puisque ici il y a une grande quantité d'acide lactique, bien sûr ceci explique les crampes. Et bien sûr, faible endurance, parce qu'il y a une faible quantité d'ATP synthétisée par les personnes fumeurs. Des documents précédents, on a vu qu'après un effort musculaire chez les fumeurs, il y a une augmentation importante de l'acide lactique et du document 6, on observe une diminution remarquable du pH au niveau du sang veineux partant du muscle. Donc, on peut expliquer la faible endurance chez les fumeurs, c'est que le muscle reçoit une grande quantité du monoxyde de carbone au lieu du dioxygène. Ceci entraîne où le CO, c'est-à-dire le monoxyde de carbone, se fixe sur le complexe
T6, on a dit tout à l'heure, diminution de la synthèse d'ATP par voie aérobique, utilisation de la fermentation lactique, production de l'acide lactique, ce qui va entraîner une diminution du pH du sang veineux partant du muscle. Ceci entraîne une diminution de l'activité enzymatique du métabolisme énergétique, d'où une faible production d'ATP, ce qui explique la fatigue et crampes musculaires, c'est-à-dire faible endurance. Voilà, on a terminé avec le deuxième examen. On passe au troisième, lui qui est proposé à la session de rattrapage 2016, toujours pour les PC. Donc vous avez ici les données de l'examen. Elle est notée sur 5 points. Vous voyez bien sûr, on vous donne ici des expériences, des données, des documents et des questions. Et bien sûr, parmi les questions, ici décrivez, c'est-à-dire description du graphique. On a ici d'écrire aussi l'expérience, déduire. Là, on vous demande de déterminer. Là, on vous demande de montrer, justifier, etc. Donc, tout ça, ce sont des verbes d'action que vous devez connaître et maîtriser. Donc, si on passe à la correction. Pour déterminer la relation entre les réactions qui aboutissent à la consommation du dioxygène et à la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie, on propose les données expérimentales suivantes. Vous voyez ici, c'est ça le but de notre examen. Vous devez le lire, de bien comprendre pour savoir à quoi vous avez. Donc, ce que vous devez répondre. Expérience 1. Après l'isolement des mitochondries des cellules vivantes, on les place dans un milieu convenable riche en dioxygène. Puis on suit l'évolution de la concentration du dioxygène consommé et de l'ATP produit dans ce milieu. Nos documents 1 montrent les conditions expérimentales et les résultats. Donc vous avez ici le graphique. Là vous avez un graphique à deux axes d'ordonnées et un seul d'abscisse. Donc on a ici la concentration en oxygène, milligrammes par litre. Et là, on a la concentration d'ATP en unité arbitraire. Et là, en abscisse, on a le temps. On vous donne ici que T1, injection du glucose. 2, injection du pyruvate, c'est-à-dire l'acide pyruvique. Et 3, injection du pyruvate plus ADP plus PI. On vous demande de décrire les données du document 1, puis déduisez la relation entre la consommation du dioxygène et la production d'ATP, celle qu'on vous demande ici. Donc, on peut diviser notre graphique en 4 zones. On a ici avant l'injection du glucose, puis on a ici injection du glucose, là on a injection du pyruvate, et là on a injection du pyruvate plus ADP plus PI. Donc qu'est-ce qu'on constate? Que avant l'injection du glucose, on a la concentration de l'oxygène qui est constante, même celle de l'ATP elle est constante. En injectant le glucose, on voit bien que la concentration en oxygène et celle en ATP reste constante. Mais en ajoutant l'acide pyruvique, on constate qu'il y a une diminution de la concentration d'oxygène, ce qui veut dire que la cellule a consommé de l'oxygène avec une faible augmentation ou une augmentation faible de l'ATP. Par contre, lorsqu'on injecte le pyruvate et l'ADP plus PI, c'est-à-dire les précurseurs de l'ATP, on voit bien sûr qu'il y a une forte formation d'ATP et bien sûr une forte consommation d'oxygène. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire? C'est que lorsqu'il y a consommation d'oxygène, une grande quantité d'oxygène, il y a une forte production d'ATP. C'est ça la relation que vous devez montrer. Donc, pour la description du graphique, avant l'injection du pyruvate, on l'a dit tout à l'heure, avant l'injection du glucose. Donc, il y a constance, etc. Donc, avant l'injection du pyruvate, on constate une stabilité de la concentration d'oxygène à une valeur maximale et la concentration de l'ATP à une valeur minimale. Après addition du pyruvate, la concentration d'oxygène diminue légèrement. En même temps, on enregistre une légère augmentation de la concentration de l'ATP. Après addition du pyruvate plus ADP plus PI, on observe une diminution progressive de la concentration d'oxygène et une augmentation progressive de la concentration d'oxygène et une augmentation progressive de la concentration de l'ATP. On en déduit que la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie est liée à une consommation d'oxygène. Expérience numéro 2.
après élimination des membranes externes des mitochondries isolées de cellules vivantes. On les place dans une solution dépourvue de dioxygène et enrichie de donneurs d'électrons tels les NADH+. On suit la variation de la concentration des protons H+, avant et après l'addition du dioxygène. Le document numéro 2 donne les conditions et les résultats de cette expérience. Donc là, c'est l'expérience réalisée, et là, bien sûr, c'est le résultat. Ce qui nous importe, bien sûr, c'est le résultat. Là, on a injection d'oxygène. Donc, avant l'injection de l'oxygène, on a ici, tous les éléments sont constants, c'est-à-dire il n'y a pas formation ou libération de H+. Par contre, lorsqu'on injecte l'oxygène, on a ici une augmentation rapide de la concentration des ions H+. Ce qui veut dire qu'il y a des donneurs qui donnent ces protons de façon qui est rapide. Mais après, on voit ici une diminution qui est progressive, lentement. Donc une diminution, ça veut dire qu'il y a des substances, ou ces substances, les transporteurs des protons, vont bien sûr donner leurs protons à d'autres transporteurs pour qu'ils deviennent réduits. En se basant sur les données du document 2 et sur vos connaissances, là on vous demande vos connaissances et le document numéro 2. Décrivez l'évolution de la concentration des ions H+, observée au niveau de la figure B et du document 2. Et puis expliquez la variation de la concentration des ions H+, enregistrée durant ou directement après l'addition du dioxygène. Donc vous voyez bien que avant l'injection de l'oxygène, on a les éléments qui sont constants, voire nuls, il n'y a pas de production de H+. Lorsqu'on injecte l'oxygène, il y a augmentation de la concentration en H+, donc il y a des éléments ou des substances qui libèrent le H+, les protons, mais après on voit, bien sûr, il y a une diminution qui est progressive, donc il y a des réactions d'oxydoréduction qui se produisent. Donc on vous demande ici de décrire, puis expliquer. Alors si on décrit, avant l'addition d'oxygène, la concentration des ions H+ au milieu extérieur a été nulle. Mais après l'addition d'oxygène, on constate une augmentation rapide de la concentration des ions H+ dans la solution, jusqu'à atteindre une valeur d'environ 45 10 à la puissance moins 9 mol par litre. Après 20 secondes, c'est-à-dire après, on observe une diminution progressive de la concentration de H+, de protons, jusqu'à un rétablissement de la valeur initiale après 4 minutes. Alors, comment peut-on expliquer ces données ou ces résultats? L'augmentation de la concentration des ions H+ dans la solution observée directement après l'addition d'oxygène est due à la sortie des ions H+ résultant de l'oxydation des donneurs des électrons à travers la membrane interne de la mitochondrie. C'est-à-dire qu'au niveau de la chaîne respiratoire, c'est-à-dire la membrane interne, on a bien sûr des transporteurs qui vont jouer le rôle d'accepteurs des protons et des électrons fournis par l'oxydation des transporteurs réduits, les NADH2 et les FADH2. On trouve au niveau de la membrane interne de la mitochondrie plusieurs complexes transporteurs d'électrons. Complexe 1, complexe 2, 3, 4, Q et C. Le document 3 montre l'emplacement de ces complexes au niveau de la membrane interne. Voilà donc la membrane interne, et voilà bien sûr la chaîne respiratoire. Elle est formée de complexes 1, 2, 3, 4, Q et C. Et là bien sûr on a ce qu'on appelle la sphère pédonculée. Expérience numéro 3. On réalise selon les étapes suivantes. On isole les complexes protéiques 1 et 3 et 4, représentés sur le document numéro 3, 1, 3 et 4. On va les isoler de la membrane interne d'une mitochondrie. On intègre chaque complexe protéique isolé dans une vésicule fermée semblable à la membrane interne de la mitochondrie, mais dépourvue de protéines. Donc elle va contenir seulement ce complexe, soit le 1, soit le 3, soit le 4. On met chaque vésicule traitée dans une solution riche en donneurs d'électrons propres au complexe protéique intégré dans la vésicule utilisée. La figure B de document 4 résume les résultats obtenus après l'addition d'accepteurs d'électrons propres à chaque complexe protéique intégré. Donc voilà ce qu'on va obtenir, c'est-à-dire une membrane qui va jouer le rôle de membrane interne avec une
protéine, c'est-à-dire un complexe, soit le 1, soit le 2, le 3 ou le 4. Et bien sûr, on a différentes solutions ou 3 solutions pour les 3 complexes, 1, 3 et 4. Alors, remarquez ici le tableau. On a le complexe intégré dans la vésicule, donneur d'électrons, accepteur d'électrons et le résultat. Dans la solution 1, le donneur, c'est NADH2. L'accepteur, c'est le complexe Q, donc 1, va donner AQ. Résultat, réduction du complexe Q, c'est-à-dire le complexe Q va devenir QH2, il va contenir les protons. Pour la solution 2, on a le complexe numéro 3. Le donneur, c'est bien sûr Q, réduit, va donner A3 pour que 3 donne AC. Va donner AC qui est oxydé, va pour cela devenir réduit. C'est lui qui va être transporteur de protons. Solution 3, le complexe 4. Le donneur, bien sûr, c'est le C réduit. Et l'accepteur, c'est l'oxygène final pour donner l'eau. Donc, il faut bien comprendre le tableau pour pouvoir répondre aux questions. Alors, en utilisant les données 3 et 4. Donc ça, c'est une représentation plus claire de ce schéma qu'on a ici. Décrivez les réactions qui ont eu lieu au niveau des solutions 1, 2 et 3. Donc, si on décrit chaque solution, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans la solution 1, l'oxydation de NADH2, le NADH2 va être oxydé, ça veut dire il va libérer les protons qui vont être acceptés par le complexe Q, ce qui induit la réduction du complexe Q. Dans la solution numéro 2, oxydation du complexe Q réduit par le complexe 3, ce qui permet la réduction du complexe C. Solution 3, oxydation du complexe C réduit par le complexe 4, ce qui permet la réduction d'oxygène pour donner l'eau, c'est-à-dire les molécules H2O. D'après cette description, on vous demande de déduire le rôle des complexes protéiques 4, 1, 3 et 4 dans les réactions qui aboutissent à la consommation du dioxygène au niveau de la mitochondrie. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? C'est que ces éléments-là de la chaîne respiratoire sont très importants pour le transport des protons et des électrons. D'ailleurs, le proton des électrons produit de l'énergie qui va être utilisée par ces transporteurs pour pomper les ions protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Les électrons vont être transportés d'un transporteur à un autre pour l'amener au dernier accepteur qui est l'oxygène qui va être réduit pour se transformer en H2O. Donc on déduit que les complexes de la membrane interne de la mitochondrie interviennent dans une série de réactions d'oxydoréduction, ce qui permet le transfert des électrons du donneur NADH+ ou FADH2 vers l'accepteur final qui est l'oxygène, d'où la réduction de l'oxygène en H2O. L'expérience numéro 4. On soumet des mitochondries isolées à l'action des ultrasons pour fragmenter leur membrane interne et former des vésicules fermées portant des sphères pédonculées, dirigées vers l'extérieur, voir figure A du document 5. Remarquez ici la mitochondrie, membrane interne et membrane externe, on va la soumettre à l'ultrason pour la fragmenter, c'est-à-dire qu'elle va être explosée. Ainsi, la membrane interne, d'où la présence ici des sphères pédonculées, c'est leur tête qui est à l'intérieur vers la matrice. Remarquez ici, leur tête, la voilà, pour les sphères pédonculées. Ils vont former des sphères, mais les têtes vont être orientées vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. Et on met ces sphères dans un milieu, on modifie bien sûr le pH. Et on a ici le pHI, c'est-à-dire le pH intérieur de la sphère, enfin de la vésicule, et ici on a le pH extérieur, c'est-à-dire le pH du milieu où se trouvent ces vésicules. Et on a ici les résultats. On place ensuite ces vésicules dans des solutions contenant une quantité convenable d'ADP et de PI, et qui diffèrent par leur pH.
Le tableau de la figure B du document 5 résume les conditions expérimentales ainsi que les résultats obtenus. En exploitant le document 5, déterminez la condition principale nécessaire à la synthèse d'ATP au niveau de la mitochondrie. Justifiez votre réponse. Alors, si on voit ce tableau, on a ici les conditions expérimentales pour qu'il y ait synthèse d'ATP. Et là, les résultats, synthèse d'ATP, absence d'ATP, absence d'ATP. Et on compare. Qu'est-ce qu'on constate? Pour qu'il y ait synthèse d'ATP, il faut que PI, PHI, c'est-à-dire le pH du milieu intérieur de la vésicule, soit inférieur au PHE, c'est-à-dire de l'extérieur. S'il est plus grand ou ils sont égaux, il n'y a pas synthèse d'ATP. Donc la condition principale, c'est que PHI doit être inférieur à PHE. D'après les résultats présentés dans le document 5, on constate que, en cas de PHI inférieur à PHE, c'est-à-dire la concentration en protons est supérieure à la concentration en protons du milieu intérieur supérieure à celle du milieu extérieur, on trouve ou on observe une production d'ATP. En cas où PHI est supérieur à PHE, c'est-à-dire la concentration du milieu intérieur inférieure à celle d'extérieur, on observe une absence de la production d'ATP. Et la même chose lorsque le PHI est égal au PHE. On en déduit que la production d'ATP au niveau de la mitochondrie nécessite la présence d'un gradient de protons entre l'espace intermembranaire et la matrice. Cinquième et dernière question. En se basant sur vos réponses précédentes, montrez la relation entre les réactions de consommation de dioxygène et la synthèse d'ATP au niveau de la mitochondrie. Donc, quelle est la relation entre les réactions de consommation de dioxygène et la synthèse d'ATP? Bien sûr, pour qu'il y ait consommation de l'oxygène, on parle de la respiration cellulaire, bien sûr. Et le processus de la respiration cellulaire, bien sûr, fournit ou entraîne une dégradation complète du glucose, ce qui fournit une grande quantité d'ATP, bien sûr, au niveau de la mitochondrie. D'ailleurs, au niveau de la membrane interne, le transport des électrons et protons fournit de l'énergie qui va être convertie en ATP, bien sûr, grâce aux sphères pédonculées. Cinquièmement, donc, l'oxydation du donneur d'électrons NADH2-FADH2 aboutit à la libération des électrons et des protons, dont le transfert des électrons, qui se fait à travers les transporteurs de la chaîne respiratoire, s'accompagne par le passage des protons vers l'espace intermembranaire. Le reflux, c'est-à-dire le reflux des protons de l'espace intermembranaire vers la matrice engendre une énergie électrochimique utilisée pour la synthèse d'ATP. Donc l'oxygène, en tant qu'accepteur final des électrons, est réduit en H2O, ce qui permet la continuité de la respiration cellulaire et production d'ATP au niveau de la mitochondrie. Sinon, c'est-à-dire en absence de l'oxygène, qui est accepteur final des électrons, le processus de respiration cellulaire s'arrêtera. Donc il y a une relation entre les réactions de la consommation de dioxygène et bien sûr synthèse d'ATP. Voilà, on a terminé cet examen. Je vous laisse ici d'autres examens à réaliser chez vous. Vous avez ici la session normale 2017 pour les SVT. J'espère que vous aurez l'envie de résoudre ces examens pour vous tester et vous préparer au contrôle de classe et à l'examen final. Donc vous n'avez qu'à lire, chercher les verbes d'action et essayer de répondre clairement. Et aussi, je vous laisse l'examen proposé par ou durant la session de rattrapage 2017 PC. Même chose. Hein? Et celle ou celui, c'est-à-dire l'examen, la session de rattrapage 2018 pour les PC. Donc essayez de répondre à ces questions. On va essayer bien sûr de corriger ces 3 examens durant la prochaine vidéo. Allez, bon courage.